Donc, je vous souhaite la bienvenue et surtout, je vous remercie vivement de vous être rendu disponible pour cette audition. Vous êtes d'une certaine manière à l'origine de la création de cette commission d'enquête, car votre témoignage dans votre livre intitulé « Un si long silence » en 2020 a été le point de départ d'une immense vague de dénonciations de violences en tout genre subies par des jeunes sportifs dans de nombreuses fédérations. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête à la suite de ces très nombreuses révélations publiques et de divers scandales judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet 2023. Nos travaux se déclinent donc autour de 3 axes: l'identification des violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. Vous êtes bien évidemment concerné au premier titre, puisque vous êtes la première grande championne internationale à avoir dénoncé des faits de viol, attouchement et harcèlement moral de la part de votre entraîneur, M. Gilles Beyer, lorsque vous aviez entre 15 et 17 ans. Dans votre livre, vous avez expliqué dans le détail la manière dont ces faits se sont produits, votre incapacité à verbaliser ces horreurs à l'époque, avant d'avoir été victime d'une amnésie traumatique pendant de nombreuses années. Votre témoignage est extrêmement poignant, étant donné la gravité des sévices auxquels vous avez été soumise, mais également parce qu'il montre la solitude dans laquelle vous vous êtes trouvée à l'époque, malgré des parents et amis très proches. L'irresponsabilité dans laquelle s'est trouvé votre agresseur du fait de son aura dans la sphère du patinage artistique et de l'omerta autour de son comportement vicieux à l'égard des jeunes patineuses, manifestement bien connues, sont également très choquantes. Enfin, l'absence de soutien de la fédération comme au plus haut niveau de l'État à l'époque des faits est très grave. Pouvez-vous nous en reparler aujourd'hui et nous indiquer si les réformes entreprises au ministère des Sports comme au sein de la fédération depuis votre témoignage vous paraissent adaptées à la situation? Vous plaidez aujourd'hui pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs et la reconnaissance de l'amnésie traumatique. Et vous avez créé une association, il y a environ 1 an, La Voix de Sarah, pour poursuivre votre combat dans la lutte contre les violences sexuelles. Pouvez-vous nous en expliquer votre démarche? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro, mais je pense que ça va de soi. Je pense qu'il est activé. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, je vous entends. Oui. Donc, je le jure de dire la vérité et rien que la vérité. Je vous remercie et donc vous avez la parole. Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir et merci d'être à l'initiative de cette enquête et de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Il y avait pas mal de questions effectivement que vous m'aviez posées. Donc oui, effectivement, ça m'a pris 30 ans pour parler. Et pour essayer de dire ce mot si difficile à dire, ce mot viol, mais j'ai enfin réussi après 30 ans, oui, après de nombreuses séances de psychologie avec Madame Myriam Salmi, puisque j'ai commencé une psychologie en 2004. Et évidemment, comme vous l'aviez signalé, j'ai subi une amnésie traumatique et oubliée pendant beaucoup d'années. Ce qui m'a permis de parler en 2019, eh bien, c'est d'avoir continué avec ma psychologue, d'avoir aussi beaucoup fait de méditation, de sophrologie. Et j'ai essayé évidemment de parler à plusieurs reprises, mais je n'avais pas été entendue, malheureusement. Et j'avais
une dernière chance, c'était de parler en 2019 et d'écrire ce livre, aussi de faire une enquête avec Emmanuel Avianison du Nouvel Obs pour qu'on puisse retrouver d'autres femmes qui auraient subi la même chose que moi. Et je ne pouvais plus supporter l'idée que mon agresseur soit dans un club de patinage artistique et qu'il puisse de nouveau, en fait, reproduire ce qu'il a reproduit sur moi. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé le courage, et ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de courage de parler. Mais aujourd'hui, quand je vois le résultat, bien, je me dis heureusement que je l'ai fait. J'essaie de faire de ce malheur une force aujourd'hui et de continuer le combat parce que dénoncer, c'est bien, mais continuer le combat, c'est mieux. Donc, je continue le combat à travers mon association La Voix de Sarah et je continue le combat sur le terrain en sensibilisant et en expliquant ma propre histoire de manière à ce qu'on puisse détecter certains comportements inadaptés ou que certaines victimes puissent me parler puisque à chaque fois, il y a toujours évidemment, malheureusement, une victime qui parle et qui dénonce. Donc voilà, aujourd'hui, bon, un petit peu pour résumer un petit peu tout. Après, il faut plus rentrer dans le détail par rapport à vos différentes questions. Et voilà, et je peux reprendre par rapport à des questions que vous pouvez reposer, bien sûr. C'était pour faire un résumé d'abord de ce que j'étais en train d'entreprendre. Madame la rapporteure. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de cette commission d'enquête. C'est extrêmement important parce que, comme l'a dit Madame la Présidente, c'est vrai que votre livre a été un élément déclencheur, je pense, dans le mouvement sportif de manière générale, et ça a permis de libérer la parole, même si depuis qu'on a commencé les travaux, on se rend bien compte qu'on n'est pas encore au bout de ce qui pourrait être fait, on en est bien loin et qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour réussir à avancer sur cette question au sein de ce mouvement sportif. Moi, j'ai vraiment une question parce que dans votre livre, que j'ai eu l'occasion de lire, qui m'a vraiment... c'était très fort comme témoignage et moi, ça m'a beaucoup marqué en tout cas de lire ce témoignage et le cheminement finalement qu'il a fallu pour que vous puissiez coucher par écrit ce que vous avez pu vivre dans votre parcours de sportif. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que vous racontiez finalement que beaucoup de personnes étaient au courant de ce qu'il se passait, qu'il était identifié finalement comme un prédateur, y compris d'ailleurs, je crois, un professeur qui ne laissait pas sa fille dormir dans le dortoir parce qu'il savait. Et moi, j'aimerais vraiment que vous reveniez peut-être sur cela parce que l'objectif de cette commission, vraiment, est de travailler sur justement les défaillances au sein des fédérations ou des clubs pour faire en sorte, d'abord de briser l'omerta, bien sûr, mais de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité et que tout le monde puisse témoigner de choses qui ne devraient pas se passer. Et donc, je trouve que ça serait intéressant, justement, que vous puissiez revenir sur cette partie de votre témoignage. Je vous remercie. Oui, effectivement, j'en avais parlé notamment au président de mon club, section artistique, parce qu'il y a plusieurs présidents. Souvent dans les clubs, il y a le président du club hockey sur glace et artistique. Je lui en avais parlé, j'étais allée chez lui avec mon oncle, parce que je ne voulais pas évidemment y aller toute seule, parce que c'est déjà horrible de parler de toutes ces choses-là. Mais malheureusement, je n'avais pas été entendue, c'est-à-dire que ce que j'avais dit, c'était comme si je parlais d'un simple mal de jambe ou de cuisse ou de genou. Il m'avait simplement répondu, écoute, va déposer plainte et puis en gros, on en reparlera. Donc, j'avais été très gentiment remerciée. Alors que je lui ai dit que cet entraîneur était dangereux, ce qui m'est arrivé à l'âge de 15 ans et qu'il fallait essayer de l'éloigner de ce club. Donc ça, je n'avais pas été effectivement entendue. D'autre part, j'en avais parlé à l'époque, encore une fois, au ministère et on m'avait dit qu'il y avait un dossier, mais qu'il valait mieux fermer les yeux. Et quelques années plus tard, j'ai effectivement appris qu'un professeur, papa d'élève qui connaissait très bien mon agresseur, effectivement, connaissait le problème et qui savait qu'il était dangereux. C'est pour ça que sa fille n'était pas dans les dortoirs et qu'elle dormait avec lui.
Donc, c'est quand même des personnes qui étaient complices d'un certain système, évidemment. Et moi, à l'époque, bon, bah, évidemment, je n'ai pas réussi à porter plainte, comme je disais dans le livre. Je n'ai pas réussi, j'étais à la police et je suis redescendue parce que j'y arrivais pas. Et donc, tant qu'il n'y avait pas, entre guillemets, une procédure officielle, tout le monde se serrait les coudes pour pas que ça se sache et pour que tout le monde continue sa petite vie tranquille et au sein de la fédération et au sein de certains clubs, malheureusement. Justement, suite au signalement que vous avez fait, donc on vous a indiqué qu'il y avait une enquête, en tout cas un dossier au niveau du ministère. Est-ce que vous avez pu en savoir un peu plus sur ce dossier et des faits qui étaient peut-être reprochés dans le cadre de ce dossier, s'il y avait vraiment, enfin, quels étaient les éléments? Et deuxième chose, est-ce que vous savez si suite à vos révélations, si les personnes qui étaient informées à l'époque et qui n'ont pas réagi, en tout cas qui n'ont pas déclenché d'enquête, qui ne vous ont pas accompagné, est-ce que vous savez s'ils ont été inquiétés par la justice ou par une procédure administrative au sein de la fédération? Alors, au niveau du dossier, je savais, enfin, j'ai su ce qu'il en était, mais quelques années après. C'est-à-dire qu'on nous disait toujours, et c'est Marie-Georges Buffet qui avait en fait éloigné Gilles Beyer de la fédération et qui l'avait suspendu pendant 6 mois. Et il avait été réintégré à la fédération, grâce à la Fédération française des sports de glace, au niveau de la Fédération française notamment des compétitions internationales juniors. Il avait réété intégré. Ce dossier, je n'ai jamais pu l'avoir en main, mais je sais que avec l'enquête qui avait été prise en charge par Emmanuel Anison, le dossier aujourd'hui et peut être disponible. Après, moi, je n'ai pas eu accès à ce dossier, mais tout est écrit dans ce dossier qui peut être lu aujourd'hui, en tout cas. Les personnes concernées à l'époque, je crois qu'elles n'ont pas été inquiétées, malheureusement, et je ne sais pas si elles ont eu aussi une enquête administrative, je ne sais pas. Je crois aussi que cette personne qui m'avait reçue, qui n'est autre que monsieur Stéphane Clou, ancien président donc, artistique, et de nouveau, je crois, au Club des Français Volants, et de nouveau à la présidence ou dans le club. En tout cas, je n'ai pas la vérification, mais en tout cas, voilà, il est toujours présent, il est revenu en tout cas, tant qu'à le monsieur professeur aussi de mathématiques qui était au sein des Français Volants. Je ne sais pas s'il avait été entendu par rapport à ça. Je ne sais pas. Vous dites que vous avez essayé de parler, que ce soit à la fédération ou au ministère, que vous avez trouvé porte close et qu'on vous demandait donc de ne pas trop évoquer cette affaire, que votre livre était la dernière chance pour vous de vous exprimer. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous considérez que la situation, elle a changé? Est-ce que les victimes aujourd'hui, elles peuvent trouver davantage la possibilité de s'exprimer? Est-ce qu'elles sont suffisamment entendues, que ce soit déjà dans votre fédération, sport de glace, ou dans d'autres fédérations? Parce que j'imagine que vous côtoyez aussi toujours des sportifs de haut niveau qui s'expriment, vous sachant plutôt à l'écoute. Bien sûr, oui. Alors, on avance. Effectivement, on a 30 ans de retard, hein. Moi, je suis très proche, effectivement, du ministère des Sports et de Madame la ministre, avec cette structure Signal Sport qui est aussi dans mon association, présente sur mon site internet. Et quand on clique dessus, on peut directement signaler et dénoncer. Donc ça, c'est directement en lien avec la voix de Sarah. Je suis de près tous les sportifs qui auraient dénoncé. Le nombre de sportifs est à plus de 900 sportifs aujourd'hui. Et c'est vrai que souvent, suite à mon livre et mon témoignage, ils disent, puisque Sarah Abitbol a parlé, nous, on doit être capable de parler, et voilà, on dénonce aujourd'hui. Donc oui, c'est pris en main
Et heureusement, Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre, a vraiment pris ça à bras-le-corps et je la remercie aujourd'hui parce qu'elle a eu la force et l'audace de me suivre à 100%. Ça n'avait pas été le cas malheureusement auparavant. Et Madame la ministre aujourd'hui, Madame Amélie Oudéa Castéra, pardon, aussi est derrière tout ça avec cette cellule de crise très très présente contre les violences sexuelles dans le sport. Avec un code d'honorabilité aussi qui a été mis en place. Donc oui, bien sûr qu'on avance et je pense que maintenant les victimes ont moins peur de parler, qu'elles osent plus et que les détracteurs aussi, du coup, se sentent moins en sécurité. C'est ce que je pense aujourd'hui. Maintenant, il faut continuer le combat, continuer cette sensibilisation, aller sur le terrain. Et c'est pour ça qu'avec la voix de Sarah, on a organisé beaucoup de conférences, on est allé sur des mouvements sportifs avec une exposition qui s'appelle Cris d'alerte, une exposition de photographies qui ont été originales. Hein. Ce sont des œuvres originales qui ont été montées avec un réalisateur pour, de manière poétique et artistique, en fait, sensibiliser d'une autre façon. Et on est très, très présent sur le terrain. Alors, on voudrait l'être plus, mais malheureusement, il manque de l'argent et il manque des salaires pour être partout et multitâche. Mais à un moment donné, je ne peux pas malheureusement me couper en deux. Donc, j'essaie avec ma directrice de La Voix de Sarah d'être présente et puis de sensibiliser au maximum. Je pense que les choses, bien sûr, ont été prises en main. Je me bats encore au quotidien et on lâchera rien. Hein. C'est ce qu'on a dit avec Madame la ministre des Sports. On lâchera vraiment rien pour continuer le combat et que les victimes n'aient plus peur de dénoncer. J'ai beaucoup travaillé aussi avec le Sénat sur une loi, la loi Sarah Abitbol, qui a été élue à 100% auprès du Sénat et qui, j'espère, va pouvoir être présente à l'Assemblée nationale sur le code d'honorabilité en fait dans les clubs parce qu'on s'est aperçu que les clubs ne remontaient pas en fait l'information sur les casiers judiciaires. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus pour que, en fait, le président de chaque club soit aussi en charge de remonter les informations à chaque fédération et qu'il est poursuivi pénalement s'il ne l'a pas fait. Ça, cette loi vient d'être adoptée au mois de juin, le 15 juin, et on est en train de travailler avec les sénateurs pour qu'elle puisse être validée à l'Assemblée nationale d'ici quelques mois. Donc voilà, on est toujours, enfin moi je suis toujours vraiment dans mon combat parce que je fais de ce malheur une force aujourd'hui pour aider le sport, mon sport encore plus, mon sport que j'aime tant parce que je suis passionnée, je suis entraîneur de patinage artistique, j'ai ma carte professionnelle, j'ai le brevet d'État premier degré. Et voilà, et la fédération est venue vers moi au mois de juin, ma propre fédération de patinage artistique. Effectivement, je n'y croyais pas, je n'y croyais plus, mais elle est venue vers moi, la présidente de la fédération, ainsi que le directeur technique national pour que je travaille avec eux au sein du comité éthique. Et je suis rentrée donc dans le comité éthique pour poursuivre mon combat, regarder les dossiers, aller sur le terrain en tant que Fédération française des sports de glace. Donc, ils ont pris aussi les choses en main, mais très récemment, c'est-à-dire que ça date du mois de juin. Alors, si vous le permettez, je vais vous reposer la question. Je voulais savoir si vous receviez des témoignages aujourd'hui, récemment, ces dernières semaines ou mois, de sportifs agressés dans leur centre, que ce soit à l'INSEP ou ailleurs, auprès de leur coach. Si vous avez, puisque vous avez brisé l'omerta, je me dis que peut-être qu'on a tendance à venir vous contacter, notamment via votre association, mais est-ce que vous recevez aujourd'hui toujours des témoignages ou des appels au secours? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, j'en reçois toujours dans le domaine du sport et pas que. Mais dans le domaine du sport, oui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une patineuse, malheureusement c'était dans le patinage, et j'ai pris bien sûr le dossier en main, il est remonté auprès de la Fédération française des sports de glace au niveau du comité éthique, et nous allons nous en occuper.
Donc oui, je reçois encore des témoignages, alors qui peuvent être vraiment... alors évidemment, moi je suis plus spécifique au sport, mais je ne refuse jamais une victime qui veut me parler, parce que c'est vrai que quand on a été victime, on a une manière de recevoir la parole qui est peut-être différente, il y a une confiance qui s'instaure, et il y a beaucoup de personnes qui arrivent à me parler alors qu'elles n'ont jamais parlé auparavant. Et j'ai beaucoup aidé beaucoup de personnes, notamment aussi pendant cette tournée d'Holiday on Ice où j'ai travaillé sur un message d'espoir pour toutes les victimes avec des élastiques dans lesquels j'étais bloquée et que j'essayais de sortir de ces élastiques. Et il y a beaucoup de personnes victimes qui sont venues me voir à la pause. Je faisais une séance de dédicace et j'avais aussi des panneaux de mon association, La Voix de Sarah, Cri d'alerte, qui était derrière moi et qui venaient me parler en me disant merci. Grâce à vous, je vais mieux. Grâce à vous, j'ai brisé le silence. Grâce à vous, je suis allée au commissariat. Ou grâce à vous, j'ai parlé à mon mari. Et ça, j'ai aussi aidé beaucoup de monde à travers ce spectacle. Vous voyez, comme quoi on peut aussi sensibiliser d'une autre façon le public. Et j'ai sensibilisé plus de 2000 personnes à raison de 2 spectacles par jour sur 84 spectacles. Donc 200 000 personnes ont été sensibilisées. Je suis désolée d'insister à nouveau, mais je reviens sur les témoignages que vous recevez. Je veux savoir dans quel Oui. contexte vous recevez des témoignages que vous expriment les sportifs concernés, ce sont des hommes, des femmes, et Oui. dans quel contexte se produit l'agression. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. D'accord. Alors, les agressions, là, sur le dernier, pour citer un dernier message que j'ai reçu, c'était des violences psychologiques sur la glace. Cette jeune femme n'est pas rentrée dans les détails pour le moment à l'écrit parce que je pense qu'elle n'était pas prête, mais elle m'a fait part de plusieurs choses, mais elle voulait me voir pour m'en parler, et pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu un texto et on doit s'en parler de vive voix. Donc, violence psychologique, des entraîneurs, je crois, qui n'avaient pas le brevet d'État et qui étaient sur la glace et qui ça n'était pas normal, et des choses plus graves dont elle n'a pas pu écrire pour le moment et que je dois élucider et que je dois voir avec elle directement. Voilà. Mais en général, c'est violence psychologique et ça peut être violence évidemment plus grave, des violences comme moi j'ai pu subir. Mais souvent, elle commence par un écrit qui est un peu plus léger pour rentrer dans des détails un petit peu plus tard quand on fait des visios, quand on se voit, etc., etc. C'est toujours difficile, je pense, de parler et de poser les mots directement. Et des sportifs de haut niveau ou des sports de glace au sein d'un club, d'une association? Sportifs de haut niveau en général, ils signalent directement au ministère sur Signal Sport, hein, il y en a énormément et qui citent mon nom. Moi, sur les dernières victimes sur La Voix de Sarah, c'était plus dans le domaine de mon sport. Où après, le ministère parfois me redonne des dossiers pour aller parler aussi aux victimes directement, parce que c'est vrai qu'une ancienne, malheureusement, athlète et victime peut plus libérer la parole de quelqu'un. Voilà, et puis on n'est pas non plus une association encore très connue, donc je sais que Colosse au pied d'argile, qui travaille depuis plus longtemps que moi, doit recevoir plus peut-être de témoignages que moi dans le domaine du sport, puisqu'on est maintenant plusieurs associations à travailler. Avant de laisser la question à ma collègue Claudia Rouault, je voulais juste savoir si vous étiez accompagnée d'une psychologue au sein de votre association. Alors oui, on a une psychiatre d'ailleurs au sein de mon association, mais on n'est pas assez nombreux. Mais il y a une autre association qui va nous aider et qui travaille depuis quelques temps maintenant avec des victimes, et ils sont mari et femme, donc il y a un homme et une femme, et il va nous rejoindre aussi au niveau de l'association. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure. Oui, je vais revenir un tout petit peu en arrière du coup, parce que tout à l'heure, on a auditionné des sportives en athlétisme qui nous ont fait part, Oui. elles aussi, du fait qu'elles recevaient encore pas mal de témoignages de victimes aujourd'hui qui sont
à l'INSEP ou au sein de la Fédération d'athlétisme, et elle nous indiquait que, d'après les témoignages, les fédérations sont au courant, mais qu'elles ne brisent pas justement le silence, ou en tout cas qu'il n'y a pas de remontée ni d'enquête administrative, ni auprès de la cellule du ministère, étant donné qu'on est à moins d'un an des Jeux Olympiques et que les médailles comptent plus que tout. Donc on a quand même le sentiment d'un côté que les choses, on a pris conscience peut-être de ce qui n'allait pas, mais est-ce que vous diriez que dans les faits, aujourd'hui, on a avancé au point qu'on puisse justement ne plus avoir à traiter ce genre de situation, que ce soit d'ailleurs au sein de cette fédération d'athlétisme pour laquelle visiblement il y a eu des avancées, mais pas tellement, et peut-être plus vous au niveau de la fédération que vous connaissez, est-ce que vous estimez aujourd'hui que les choses vont dans le bon sens? Oui, vous l'avez dit, mais peut-être qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, et j'aimerais plus vous entendre là-dessus. Oui, concernant ma fédération, on avance et il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire. Au niveau de toutes les autres fédérations, je ne peux pas en parler directement puisque je n'ai pas eu affaire à eux, à part la Fédération française de tennis. J'ai rencontré le président et j'ai été allée lors d'un colloque avec l'association Rebond et Isabelle de Mongeau, dont je suis assez proche maintenant. Et le président m'avait parlé en me disant bravo pour ce que tu as fait, tu as brisé le silence. Nous, on est là en tant que fédération pour vraiment continuer dans le bon sens et ne plus jamais que ça arrive. Et on va être vraiment très, très vigilant sur les entraîneurs, le mode d'entraînement, etc. Donc, lui, en tout cas, je l'ai rencontré. Je sais que je peux dire qu'avec aussi l'association d'Isabelle de Mongeau et de sa collègue, ils avancent dans le bon sens. Concernant les autres fédérations, je pense qu'il y a toujours malheureusement un petit peu d'omerta et qu'on est encore loin, je pense, d'un résultat et d'un travail en profondeur parce qu'il y a trop de clubs aussi, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de... Donc, il faudrait démultiplier les associations. Il faudrait, je pense, que dans chaque fédération, il y ait une association affiliée et que cette association aille sur le terrain. Et ça, ce n'est pas le cas. Alors, dans le tennis, c'est le cas puisqu'on a Isabelle de Mongeau. Dans le patinage artistique, il y a Sarah Abitbol et la voix de Sarah maintenant. Donc, on va être affilié à la fédération et on va travailler avec eux et aller sur le terrain. Mais je pense que chaque association dans chaque fédération devrait s'en occuper de manière plus profonde. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux. Après, je pense que c'est un bon démarrage. Je pense que les fédérations aussi ont peur par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis 2019 et depuis la sortie de mon livre, et qui sont plus vigilants. Après, effectivement, on est à moins d'un an des Jeux Olympiques. Il y a peut-être des choses qui sont malheureusement passées de côté pour les résultats sportifs, et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Dans votre livre, vous dites que vous étiez très proche de vos parents, particulièrement avec votre maman, et pourtant... les parents n'ont rien vu, vos parents n'ont rien vu, et c'est souvent d'ailleurs ce qu'expriment les victimes. Il y a une méconnaissance et en même temps un manque de communication entre les dirigeants sportifs et les parents. Comment vous l'expliquez? Oui, c'est... À l'époque, ce qui s'est passé, je le décris très bien dans le livre, c'est que mon entraîneur, mon agresseur a acheté, acheté mes parents, c'est-à-dire qu'il les a mis en confiance, il venait dîner à la maison, voilà, il y a toute une confiance qui s'est instaurée et je pense que les parents, dans ce cas-là, ils peuvent pas penser au pire en fait. On se dit, ma fille, elle part s'entraîner, il a l'air, hein, encore une fois, de prendre son travail à cœur, il la garde un petit peu plus sur la glace, il est venu dîner à la maison, il a encore perdu du temps, on a parlé des futures compétitions, donc il a vraiment mis malheureusement mes parents dans la poche, ce qui fait que c'est encore plus facile d'attraper sa proie. Et aussi pour moi encore plus difficile de parler de ce qui m'arrive parce que cet entraîneur est vénéré plus ou moins de mes parents en fait, quelque part. Et il faisait,
dans ce club, il faisait le jour et la nuit, c'est-à-dire que c'était le grand patron de tout. Il avait les clés de toutes les portes, il entraînait en même temps, il dirigeait, il manageait, et en même temps, il était très bien avec l'ancienne fédération française des sports de glace. Donc, tout était, je pense il calculait à chaque fois ce qu'il faisait. Et je pense qu'évidemment, je n'étais pas la seule, puisque ça, on en est sûr maintenant. Et je pense que c'était son leitmotiv, c'était ça, d'aller vers les parents et de les acheter et de se retrouver en famille quelque part. Oui, tout à fait. Ce matin, nous auditionnions Angélique Cauchy, une sportive donc à la fédération de tennis, et qui nous a témoigné aussi ce même parcours, ce même engrenage. Je voudrais savoir si vous avez des propositions à nous faire, connaissant maintenant, en plus de par votre parcours, le contexte de l'intérieur, si vous pouviez nous livrer en même temps les raisons et comment s'en sortir aujourd'hui. Quelles seraient les propositions à nous faire? Je pense que l'idée aussi que Madame Salmi, donc ma psychologue, aimait, et puis que plusieurs sportifs, dont Madame Gauchot, c'est ça, ce matin, j'ai également écouté quelques minutes de conversation. Je pense qu'effectivement, isoler un athlète avec qu'un entraîneur, maintenant, ça devient un petit peu, pas dangereux, mais qu'il faudrait qu'il y ait un double entraîneur, en fait, qu'il y ait un homme et une femme à chaque fois. Alors oui, ça demande plus d'argent et que ça implique plus d'entraîneurs, oui, mais je pense que ce serait une protection à avoir, d'avoir à chaque fois un double entraîneur, à la fois en compétition, à la fois en réunion, à la fois voilà, en déplacement. Il y a toujours voilà, un homme et une femme. Je pense que ça pourrait protéger enfin, en tout cas l'athlète et les prédateurs supposés. Claudia Rouault, vous avez une question? Oui, merci. Voilà, à vous entendre, alors on a entendu, il y a Rebond, la voix de Sarah, Signal Sport. Nous avons auditionné juste avant deux jeunes athlètes de la Fédération d'athlétisme qui ont été longtemps à l'INSEP et qui ne connaissaient pas Signal Sport. Il semblerait qu'ils n'en fassent pas du tout la promotion, la communication. Donc, est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous le saviez? Parce que, c'est quand même chez les athlètes de haut niveau qu'il y a le plus de violence, qu'elle soit sexuelle ou autre. Et bon, c'est quand même très étonnant qu'il n'y ait pas de communication à l'INSEP. Et la multiplication de ces associations qui se créent, est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné que ça pourrait faire perdre un peu, diluer en fait toutes les remontées des personnes qui souhaitent exprimer quelque chose, et puis que finalement on ne sache pas réellement ce qui se passe dans les fédérations. Et le troisième point, que faut-il faire à l'intérieur des fédérations pour justement que les paroles puissent, alors sans parler évidemment de pression qu'on pourrait faire pour que les fédérations proposent à l'athlète violé de porter plainte, parce que je pense que ça c'est le b.a.-ba, mais dans la constitution des fédérations, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire justement pour que ces athlètes puissent avoir la possibilité de s'exprimer? Alors, dans l'ordre, première question à l'INSEP, c'est ça, le signal sport n'a pas été indiqué, et vous faites bien de me le dire, puisque je ne le savais pas. Mon exposition était présente avec un numéro d'appel, le 119, qui fait partie d'une des photos. Le signal sport, effectivement, doit être véhiculé à l'INSEP de façon évidemment... il faut qu'il soit présent, et ça, il faut en parler directement à la direction, et je peux effectivement faire remonter l'information. Signal Sport, c'est peut-être pas assez connu. Effectivement, ça vient pas du ministère, puisque sur le site du ministère, le Signal Sport, il y est en grand, et on peut cliquer pour dénoncer et puis parler
du grave problème ou psychologique ou sexuel qui nous arrive, mais je pense que c'est aux fédérations et aux clubs en fait de l'indiquer. Peut-être que les clubs ne sont pas au courant non plus du signal sport ou ne sont pas assez en place là-dessus sur leur site internet et lors de réunions ne préviennent pas assez les athlètes de ce signal en fait. Donc là, il y a effectivement un bémol là-dessus. Il va falloir voir avec les différentes fédérations et tous les clubs pour que les signals sport soient beaucoup plus instaurés et que ça devienne automatique, en fait. Pour la première question. La deuxième, sur la constitution des fédérations. Sur les différentes associations, je pense que les différentes associations ne proposent pas la même chose. Rebond, c'est aussi beaucoup sur la réparation et les conférences. Colosse au pied d'argile, ça fait des années qu'ils sont présents avec, je crois, plus de 40 salariés qui font un travail énorme sur le terrain et qui sont au niveau international aussi très bien placés, qui font un travail super et différent. Et la voix de Sarah, avec son exposition et aller sur le terrain, à la fois dans les institutions sportives, les hôpitaux aussi, puisque j'ai fait aussi quelques hôpitaux. On travaille aussi dans les territoires ultramarins. Les clubs sportifs et municipalités, il n'y a pas assez entre guillemets de travail pour tout le monde, donc c'est bien qu'il y ait plusieurs associations et le ministère avait aussi envisagé plusieurs associations parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, donc ça non, c'est pas du tout un point négatif, bien au contraire, je pense que c'est un point positif. Voilà, et troisième question, je ne me souviens plus. Que faut-il faire dans les fédérations, soit dans la constitution des fédérations ou apporter des personnes qui pourraient être référentes? Enfin, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau des fédérations parce que ce qu'on a entendu depuis ce matin, c'est quand même pas très, enfin, c'est pas très glorieux. Hein. Ben, je pense que dans chaque fédération, effectivement, il faut qu'ils imposent un référent éthique et puis des référents éthiques dans chaque club et qui remontent les informations et que le président en fait du club, c'est ce que j'ai dit sur la loi aussi qu'on a travaillé et qui est sortie au mois de juin, que chaque président en fait remonte les informations nécessaires au niveau des casiers judiciaires et au niveau des bénévoles, des éducateurs et de tout le monde au sein du club avec des réunions et qu'ils imposent un petit peu plus avec ce code d'honorabilité une convention pour aussi que les détracteurs ou malheureusement les entraîneurs qui auraient des comportements inappropriés sentent qu'il ne va pas falloir ne pas être à la hauteur ou avoir des comportements qui ne vont pas parce que ça va remonter directement à la fédération et là, le casier judiciaire sera en place. Donc, je pense que c'est vraiment un référent et le président de chaque club. Et il y a énormément de clubs en France qui doivent prendre en charge cette situation-là pour le remonter à sa propre fédération, en fait. Et qui remonte ensuite au ministère. Parce qu'on a le ministère, on a les fédérations et on a les clubs. Donc, ça passe par plusieurs stades, vous voyez. Donc, il y a un moment donné, si le président du club ne fait pas son travail, on va passer à côté peut-être de quelque chose de grave et d'important que la fédération ne saura pas et que le ministère ne saura pas non plus. Oui. Alors moi j'avais une question parce qu'on parle beaucoup depuis ce matin des fédérations, des clubs et donc aussi des dirigeants. Mais ce qu'on a rappelé au début de la commission d'enquête, c'est qu'on est dans le cadre d'une délégation de service public et dans ce cadre-là, il y a des agents du ministère qui sont mis à disposition aussi de ces fédérations. Je pense au DTN ou à d'autres personnes. Et c'est très étrange parce que depuis le début des auditions, on n'en a jamais parlé, comme si finalement il n'était pas là, il n'était pas présent, qu'il n'avait aucun rôle à jouer. Donc moi j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment que le ministère des Sports, au-delà de la cellule qui a été mise en place, mais par le biais aussi des personnes qui sont mises à disposition de ces fédérations, n'a pas un rôle à jouer dans le dispositif pour éviter justement qu'il y ait toujours ces défaillances au sein des fédérations?
Oui, s'ils ont effectivement le ministère la possibilité de mettre en place ceci au sein, enfin ces personnes-là au sein des clubs, c'est un avantage et c'est quelque chose de positif. Moi, de mon côté, par rapport à l'association et mes allers-retours et les spectacles, tout ce que j'ai fait, effectivement, je n'ai pas soulevé cette thématique-là. Mais si le ministère peut mettre en place ça, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr, oui, oui, et peut-être que c'est pas suffisant. Vous avez récemment vécu aux États-Unis. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à nous rapporter de vos expériences là-bas? Oui, il y a notamment en fait, une convention qui est signée. C'est une association qui fait ça et je l'ai d'ailleurs, je l'avais mise de côté, je l'avais traduite en français, c'est en anglais. C'est une convention en fait d'une trentaine, quarantaine de pages qui indique en fait ce que l'entraîneur a le droit de faire et ne pas faire, qui est très strict, très sévère. Par exemple, un entraîneur n'a pas le droit de prendre la route avec un mineur, par exemple, ce qui n'est pas, c'est pas dans les règlements français. Par exemple, ça, moi j'ai pris la voiture à l'époque avec mon entraîneur et il se passait ce qui se passait. Et on l'a vu sur d'autres victimes, malheureusement. Et je pense que cette convention-là devrait être effectivement écrite et qu'on devrait la copier pour que les fédérations signent avec ce protocole-là et que si ce protocole n'est pas respecté, eh bien, il y aura des sanctions. Par exemple, si demain, si j'avais conduit pardon, récemment avec une mineure et qu'un entraîneur ou qu'une personne me voit aux États-Unis faire ça, ça remonte directement à cette association avec cette convention qui remonte à la fédération américaine et qui tout de suite met un blâme en disant vous avez un premier blâme, merci de ne pas reproduire ce que vous avez fait. Et au bout de deux blâmes, l'entraîneur, il n'entraîne plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est une convention qu'on pourrait copier, je pense. Alors justement, au sujet de cette convention que vous évoquez, est-ce qu'il s'agit d'une convention nationale, fédérale, comme elle est suivie par qui? Peut-être si vous pouvez nous donner un peu plus de précision. Il faut que je la retrouve parce que je l'avais dans mon ordinateur. Il faut que je la retrouve. C'est une convention, en tout cas, qui est automatiquement signée par la fédération. C'est-à-dire que chaque club est obligé de faire en sorte de la signer et bien sûr, de faire attention à ce règlement interne, en fait. Mais ça, je peux de nouveau regarder, me renseigner et vous faire parvenir ces documents dès que je les aurai retrouvés parce que je ne les ai pas sous les yeux là, je ne me souviens plus du nom exact, je pourrais dire une bêtise. Mais je peux le retrouver sans problème et vous faire part de ce règlement en anglais qu'on peut traduire en français. Je ne sais pas si je l'ai gardé en français. Il faut que je regarde dans mes emails. Très bien pour nous les envoyer par mail, je vous remercie. Deux recommandations qui vont de pair et qui reviennent souvent dans vos propos. La première concerne l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs et la seconde concerne la reconnaissance de l'amnésie traumatique, qui est la perte de mémoire que certaines victimes subissent après une telle violence. Vous défendez la combinaison de ces deux mesures. Vous dites parce que malheureusement, on ne se souvient pas toujours de ce qui s'est passé et quand on s'en souvient, parfois il est trop tard avec cette prescription. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Oui, eh bien, bon, ça a été mon cas, mais comme ça a été le cas de beaucoup, beaucoup de victimes, où effectivement, on oublie. Moi, ça s'est passé à l'âge de 15 ans et c'est ce qu'on m'a expliqué après, parce que moi, je ne comprenais pas quand c'est revenu, en fait. J'avais l'impression que j'avais vécu un cauchemar, que c'était peut-être un rêve, est-ce que c'était vrai, pas vrai? Et après, les psychologues et les psychiatres nous expliquent que cette amnésie traumatique, en fait, c'est pour protéger l'enfant. Le cerveau met ça de côté pour protéger l'enfant de quelque chose de très grave dont il souffre trop. Ça, c'est méconnu.
ça devient un peu plus maintenant, évidemment, on en parle, hein, depuis 3-4 ans, on en parle plus, mais c'était méconnu du grand public. Et c'est vrai que quand on disait, ah, mais attends, ça fait 30 ans, pourquoi d'un coup elle parle de ça? Et on ne croyait pas aussi, quelque part. On ne croyait pas les victimes parce qu'on en parle 30 ans après. Donc c'est vrai que l'amnésie traumatique, si elle peut être reconnue dans la loi, ça permettrait aussi à certaines victimes, lorsqu'elles témoignent, d'être crues aussi parce que cette amnésie est reconnue. Vous voyez, parce que c'est vrai que où sont les preuves en fait? Ça fait 30 ans. Elles sont où les preuves? Si ce n'est pas un prédateur qui a plusieurs victimes et que toutes les victimes vont parler ensemble, c'est compliqué aussi de croire, entre guillemets, la victime. Donc, si cette amnésie traumatique, elle figure dans la loi, on comprendra pourquoi cette personne et cette victime parlent 30 ans après, bah parce que le cerveau s'est protégé de quelque chose de très grave, a mis ça de côté pour pouvoir vivre normalement. Mais un jour, effectivement, bah, ça revient. Ça peut être un mariage, un deuil, un enfant, une naissance, une grossesse. Voilà, ça revient et puis ça nous revient comme une bombe atomique, effectivement, hein, et c'est terrible. Donc ça serait effectivement quelque chose de très bien. Après, la prescription, oui, maintenant, elle a été étendue et ça nous permet d'avoir encore plus de temps. Mais si on a l'imprescription des crimes sexuels sur mineurs, ça permettrait à ce que on puisse pas, on n'ait pas de date en fait, de date limite. Et puis si 40 ans après on se souvient, eh bien au moins on peut porter plainte et puis on peut se reconstruire. Peut-être que c'est plus facile aussi de se reconstruire quand on a porté plainte et qu'on est cru et qu'il peut y avoir un procès. Alors, on sait très bien que si cette loi peut passer un jour, et moi je me bats évidemment pour qu'elle passe, elle ne sera pas rétroactive. Donc, pour mon cas, par exemple, et d'autres cas, bah, malheureusement, c'est trop tard. Mais pour les autres, pour les jeunes, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour les protéger, bah, ça serait extraordinaire elle existe dans les autres pays, hein, au Luxembourg, à Los Angeles aussi. Voilà, elle existe et elle a été votée aussi récemment. Et je pense que ça pourrait être un grand pas aussi pour la France d'avoir cette imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Alors, j'ai une question concernant la Fédération française des sports de glace. Donc, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche de juin 2023 portant sur la dite fédération pointe des pratiques très contestables, un fonctionnement fédéral marqué par l'omniprésence d'anciens dirigeants ou encore des élections influencées. Quel regard portez-vous sur les changements entamés depuis la publication de ce rapport? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et selon vous, y a-t-il des points de vigilance particuliers à garder à l'esprit concernant justement la direction de cette fédération des sports de glace? Oui, alors c'est vrai qu'on était inquiet pour cette Fédération française des sports de glace qui a pris, beaucoup contre son image, évidemment, en 2019, avec mon témoignage. Et à un moment donné, ça a été la double peine, puisque moi, derrière, on m'a encore plus, malheureusement, fermé les portes. Et certains clubs ne voulaient pas entendre parler de moi parce que j'avais dit la vérité et que j'étais sans doute dangereuse pour la suite. Je pense qu'il faut évidemment rester très vigilant. Petit à petit, depuis que la nouvelle présidente est en place, il y a beaucoup de personnes qui ont été écartées. C'était des personnes, je pense, qui étaient pas bienveillantes et pas complètement transparentes, voilà, vis-à-vis des sportifs et de la fédération. Euh, Ils ont commencé évidemment à écarter beaucoup de personnes. Alors je crois qu'il y en a encore certaines qui sont présentes, mais en tout cas,
avec les statuts et avec les assemblées générales qui se font, ils essayent en tout cas aujourd'hui d'être à la hauteur des espérances du ministère qui évidemment avait mis un coup de pression il y a 3 ans suite à mon témoignage. Et il faut rester par contre effectivement très vigilant et surtout au niveau du comité éthique dans lequel j'ai été élue au mois de juin et vérifier bien tout ce qui se passe aussi sur le terrain et je vais m'y atteler et je suis en contact avec eux pour aller dans les clubs et essayer de continuer à détecter parce qu'il y a encore évidemment des problèmes, aussi bien des problèmes de violence psychologique, hein, parce que ça existe beaucoup et c'est très difficile. C'est aussi difficile. Enfin, c'est pas comparable aux violences sexuelles, mais je veux dire, ça ne doit pas arriver. Donc, je suis en place, moi, en tout cas, au sein du comité éthique pour aller sur le terrain et pour aller essayer de détecter les violences psychologiques ou éventuellement des choses un peu plus graves. Et ils sont en pleine restructuration. Alors, c'est pareil, ils ont 30 ans de retard, puisque l'ancienne gouvernance a duré plus de 20 ans. Donc, il faut reprendre tout en main et ça prend du temps. Et ça ne peut pas se faire en quelques mois. Mais en tout cas, j'y suis très vigilante et j'ai un pied maintenant, effectivement, avec le comité éthique et ma propre fédération. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, c'est bon. Donc, sachez que si vous souhaitez compléter vos informations, comme je vous l'ai dit précédemment, à l'oral ou à l'écrit, avec grand plaisir, revenez vers nous. Sinon, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez nous avoir tout dit? En fonction de vos questions, je pense avoir répondu à la plupart des questions en étant voilà, franche, honnête et bienveillante. Là, comme ça, non, mais peut-être que des choses peuvent me revenir et qu'on puisse en parler. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà le constat que je fais. Et je vois quand même que les choses avancent, mais il faut rester très vigilant et il faut toujours essayer de contrôler. Avant, je n'avais malheureusement pas l'accès pour parler de ma fédération, à ma propre fédération française des sports de glace. Là, j'ai un accès via le comité éthique, ce qui me permet de suivre très près les dossiers, les affaires en cours et surtout d'aller sur le terrain parce que je crois vraiment quand on est une ancienne athlète de haut niveau et une ancienne victime, il n'y a pas mieux que d'aller sur le terrain pour essayer de détecter des problèmes psychologiques ou d'autres ordres. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de mon combat de continuer à être sur le terrain, sur la glace et de détecter les problèmes qui puissent arriver. Et de recevoir la parole, bien sûr. Est-ce que vous avez autre chose à nous rajouter avant de laisser la parole? Une question de Claudia Rouault. Donc, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Parce que je vous ai posé la question si vous aviez autre chose. Et par rapport aux questions, peut-être qu'il y a une question qu'on a oubliée. Un sujet sur lequel vous souhaitiez aussi nous faire des annonces ou nous aborder un thème qu'on a oublié. Je regarde juste sur mon petit cahier parce que j'avais préparé un petit peu... Non, les sensibilisations que je fais, on en a parlé. Le contrôle d'honorabilité aussi des éducateurs, des bénévoles, ainsi que les sanctions à l'encontre des dirigeants qui n'agissaient pas à l'époque. Et bien, avec cette loi, on a avancé aussi. On espère qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale dans quelques mois. Non, je pense que on a vu quand même beaucoup de points. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter là, comme ça. Est-ce que vous connaissez quand même, est-ce que vous pouvez nous signaler les signaux qui soient en tout cas détectables par des parents, qui expriment un malaise d'un enfant ou un mal-être? C'est une très très bonne question et je vous en remercie. Alors les mal-être, ça va être échec scolaire, ça va être un sportif qui ne gagne plus de compétition ou qui ne progresse plus d'un coup, ça peut être l'anorexie, ça peut être la boulimie.
En fait, ce sont des comportements où l'enfant va avoir un problème soudain qui pourrait alerter un parent. Me concernant, par exemple, au bout de 2-3 mois d'agression, j'allais en compétition, je faisais 4 chutes par programme, ce qui m'était absolument jamais arrivé. Par exemple, ça, c'était un appel au secours, c'était que je tenais plus debout et que j'y arrivais plus. Sur d'autres athlètes, j'ai remarqué, c'était un échec scolaire. Sur d'autres, c'était ils répondaient à leurs parents d'un coup, ils ne supportaient plus que leurs parents leur disent quoi que ce soit, ils se rebellaient. Donc voilà, ce sont des signaux, ça, très, très importants que les parents doivent prendre en compte très vite. Une question de ma Oui, collègue juste Claudia une question. Dans le cadre, vous êtes une femme de terrain, justement, dans le cadre des personnes qui vous interpellent sur des... Alors là, on va sur des violences sexuelles. Vous est-il arrivé, et combien de fois, d'inviter la personne à porter plainte contre son club, sa fédération, une personne, et de l'accompagner d'ailleurs auprès de la police ou de la gendarmerie pour l'aider dans cette démarche? Alors, on a lors de témoignages comme ça, on a des personnes en place avec d'autres associations qui nous aident aussi vis-à-vis des victimes. Il y a une victime notamment qui avait vécu la même chose que moi, dans le même sport que moi, juste avant moi, etc., qui est allée à la police et moi, je lui ai proposé évidemment de venir avec elle. Mais elle m'a dit non, je dois y aller toute seule, je veux passer cette étape-là toute seule. Donc ça dépend en fait de la victime, de ce qu'elle ressent. Mais en règle générale, soit on a affaire à un psychologue qui peut la conduire, soit nous, on les dirige, on les oriente. Mais moi, directement, je n'ai pas... j'ai proposé d'aider pour porter plainte ou alors de voir un psychologue ou un psychiatre. D'abord, c'est-à-dire que je propose un panel de solutions pour les aider, mais je n'ai pas accompagné une victime à un commissariat pour le moment ou à un psychologue. Voilà, en tout cas, ça ne m'est pas encore arrivé. Par contre, avoir la suite des dossiers avec la personne qui était allée porter plainte, qui avait eu un procès, bien sûr qu'elle m'a téléphoné, elle m'a tenue informée, elle m'a dit voilà, grâce à toi, j'ai réussi à parler, j'ai réussi à aller à la police. Sans toi, j'y serais jamais arrivée. C'est grâce à ton combat, à ta force. Voilà, ce genre de témoignage, bien sûr que je l'ai souvent. Et d'avoir ce résultat-là aussi, c'est une victoire pour moi, puisque j'ai aidé la victime à aller au bout de sa démarche. Après, aller à la police, porter plainte, c'est pas forcément la victime qui va se sentir mieux parce qu'elle a porté plainte. Ça dépend de son niveau dans lequel elle est actuellement, depuis combien de temps elle a été agressée, quelle est sa situation familiale, etc. etc. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte par rapport à une victime dont on reçoit la parole. Monsieur Guéhégué a été écarté. Est-ce que vous attendiez à ça, ou est-ce que vous attendiez aussi cette position, ou est-ce que vous êtes déçu et que vous attendiez autre chose? Alors, je ne m'attendais absolument pas à ça parce que, encore une fois, mon livre, c'était ma dernière chance d'être entendue et je ne savais pas que ça allait prendre ces proportions-là, à la fois médiatiques et que le ministère allait prendre ça en main et que ça allait faire tout ce chamboulement que ça a donné. Donc non, je ne m'y attendais pas. Je pense que c'est une bonne chose qu'il ait été écarté et que la ministre des Sports effectivement a pris les choses en main et encore une fois, c'était pas facile. Bon, il a démissionné, hein, il n'a pas été congédié, il a démissionné. Et je pense qu'effectivement, c'est une restructuration et de la part de cette nouvelle fédération, il y a eu 30 ans, malheureusement, de plein de choses qui se sont passées terribles sur plein de points de vue différents et qu'il est temps effectivement que les choses soient mises à plat et de recommencer à zéro. Donc oui, je ne vais pas dire le contraire, je pense que c'est une bonne chose, mais que là, il faut continuer à écarter cette personne de notre fédération qui était omniprésente encore il y a quelques mois. Mais est-ce que ça vous suffit?
Euh, Ça me suffit. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, effectivement, il ne faut pas, parce qu'il est sorti par la porte, qu'il revienne par la fenêtre. Et voilà, tout est là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'écarter de cette fédération. Il était encore présent, omniprésent il y a quelques mois. Donc, il faut être très vigilant pour ne pas qu'il soit omniprésent et que ces, euh, ses amis ou les personnes qui ont soutenu ce président soient encore au niveau de la fédération. Il faut restructurer cette fédération et avoir vraiment un renouveau total sur cette fédération. Oui, effectivement, la question de l'entre-soi et du non-renouvellement des équipes, c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué, qui est beaucoup revenu, d'ailleurs qui traverse l'ensemble des fédérations et du mouvement sportif de manière générale. Moi, je voudrais vous interroger sur un autre aspect, parce qu'on a beaucoup parlé de l'accompagnement des victimes. Et en fait, nous, on aimerait aussi entendre peut-être des propositions sur comment éviter le fait qu'on ait des victimes à accompagner, et donc comment mettre fin justement aux agressions qui ont lieu aujourd'hui au sein de ces fédérations, mouvements, clubs. Par exemple, ce matin, sur la fédération de tennis, il a été évoqué le fait que jusqu'à très récemment, il était normal qu'un entraîneur prenne une chambre d'hôtel avec une jeune sportive lors de compétitions, et que c'était quelque chose auquel il souhaitait mettre fin, et que oui, ça nécessitait de prendre 2 chambres d'hôtel au lieu d'une, mais que c'est des moyens qu'il faut mettre pour éviter justement les agressions. Est-ce que vous avez peut-être d'autres propositions à faire spécifiques au patinage, ou peut-être communs à d'autres fédérations ? Par rapport à la chambre d'hôtel, effectivement, on ne doit pas dormir avec son entraîneur, donc il n'y a même pas de question à poser, il faut 2 chambres. Ça c'est clair. Et par rapport à l'idée d'avoir un double entraîneur qui se déplace en compétition qui est vraiment présent à chaque fois sur les entraînements hors glace, sur le terrain, selon le sport en fait, sur le terrain ou en dehors, je pense que ça c'est une idée qui peut être vraiment. Je pense que ça peut vraiment aider d'avoir un entraîneur homme et femme. Ça, je pense que c'est quelque chose vraiment. Il faudrait qu'on arrive. Je sais que c'est beaucoup d'argent, encore une fois, d'avoir un double entraîneur sur des compétitions ou sur des déplacements ou dans les clubs. Mais parce que, et puis aussi, il n'y a pas que les hommes, hein, il y a aussi des femmes qui agressent. Hein, aussi, hein, alors le pourcentage est minime. Mais si on arrive à avoir vraiment ce double entraîneur, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut sauver certains prédateurs et certains athlètes. Ça, vraiment, je pense que c'est vraiment une idée à creuser et à peut-être imposer. Oui, peut-être une autre question aussi, parce que on nous a beaucoup été remonté le fait que même lorsqu'il y avait des enquêtes administratives, y compris d'ailleurs avec la cellule du ministère qui a été faite, la personne mise en cause n'était pas forcément écartée par rapport à la victime, ou même par rapport au club où il entraîne. Est-ce que là-dessus, vous voyez peut-être une proposition, même si on entend bien la difficulté, étant donné qu'on garde la présomption d'innocence et qu'il est très difficile parfois de pouvoir avancer là-dessus. Est-ce que peut-être vous avez une proposition là-dessus? Parce que ça aussi, c'est beaucoup revenu, le fait de garder des athlètes, parfois des mineurs, en lien avec un entraîneur, un coach qui est mis en cause dans une affaire. Alors là, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est une très bonne question. On a eu des entraîneurs, malheureusement, qui ont été, nous, pour notre part, hein, dans notre discipline, qui ont été écartés 6 mois. Mais malheureusement, comme il y a cette prescription et que ça faisait plus de 30 ans que c'était arrivé et que c'était la parole contre la parole de l'autre et qu'il n'y avait pas de preuves, cet entraîneur-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait le président du club si il n'y a rien contre cet entraîneur d'officiel en fait? Qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors, soit il le réintègre parce qu'il n'a pas le choix. Comment est-ce qu'il peut le mettre de côté s'il n'y a pas eu d'erreur, de faute annoncée, en fait, du pénal et c'est ça tout le problème. C'est qu'il y a eu des entraîneurs qui ont été réintégrés par faute de preuves et à cause de cette prescription sur le nombre d'années. Alors, je me mets à la place d'un président de club. Comment je fais? J'ai une personne en face qui a été voilà, pendant 6 mois écartée. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour ne plus qu'il travaille dans mon club? Alors, s'il ne travaille plus dans le mien et qu'on fait une convention ensemble pour qu'il ne travaille plus intelligemment, peut-être qu'il va proposer ses services dans un autre club. Et dans ce cas-là, il devient dangereux aussi pour un autre club. Donc là, effectivement, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question, mais c'est quelque chose qu'il faut... c'est très, très important et c'est une très, très bonne question. Et je ne saurais pas y répondre. Je sais pas. Je n'ai pas les éléments en main. Sarah Abitbol, merci. Merci à vous. Merci de votre disponibilité et de votre sincérité. Vous vous êtes livrée et c'est ce qu'on souhaitait. Vous donniez aussi de votre vécu et un petit peu de vous, parce que nous, c'est ce qu'on recherche dans nos auditions aussi, c'est de pouvoir pouvoir écouter, pouvoir entendre, pouvoir discuter et pouvoir aussi faire des propositions aussi qui protègent nos jeunes sportifs d'un univers qui devrait être beaucoup plus serein qu'il ne l'est. Merci et à bientôt. Et vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les différentes informations, bien sûr, que vous souhaitez nous apporter par la suite. Avec plaisir. Merci à vous pour cette initiative. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup.